Sappiamo che nel mondo del calcio, segnare una rete è qualcosa di fondamentale. Un gol può significare una gioia o una grande delusione per un intero popolo, un'intera nazione. Noi ci troviamo a Strasburgo, la capitale dell'Alsazia, una città affascinante, molto bella, per parlare di un grande goleador della storia del calcio, sicuramente il più grande goleador di sempre del calcio francese. Stiamo parlando di Jean-Pierre Papin, ragazzo che è nato nel nord della Francia e poi ha girovagato per, mezza Europa, per poi diventare famosissimo in una squadra ben particolare di questa affascinante nazione. Jean-Pierre Papin, o meglio come lo chiamano i francesi, semplicemente con una sigla, le sue iniziali, JPP. Jean-Pierre è nato il 5 novembre del 63 a Boulogne-sur-Mer, estremo nord. Oltre e più su c'è solo la Manica e poi l'Inghilterra. Poi si trasferisce a Jaumont, 10.000 anime quasi al confine con il Belgio. Il piccolo manifesta un gusto precoce per il calcio. La scuola non interessa granché. Un bel giorno, per fregare la mamma, pose il termometro di fianco al termosifone. Troppo grande era la voglia di non andare a scuola ed evitare le lezioni. 8-9 ans. Alors, ça doit être en 69, quelque chose comme ça, 69-70. Oui. Et bon, donc il est venu au football chez nous, à Jaumont, que j'entraînais les jeunes. Et puis, Jean-Pierre, disons que c'était un tout petit blondinet, hein, tout nerveux. Hein, un garçon vraiment, il animait la société. Envie de vivre. Déjà, oui. C'est question de joueur, il est venu, il a commencé à taper dans le ballon, il voulait jouer gardien de but au départ. Et, sur le côté du terrain, à chaque fois dans les entraînements, en attendant qu'on commence l'entraînement, il faisait gardien, il s'amusait dans les buts. C'est sûr que le premier football, ça a été à Jaumont. À Jaumont, j'avais 7-8 ans. Comme il était comme joueur, tout petit, il avait déjà des dons de qualité. Écoutez, il était vraiment, c'était un nerveux, c'était un fonceur. Et puis, mais quant à dire qu'il aurait fait la carrière qu'il a fait, parce que Jean-Pierre, tous les jours, à la fin des entraînements, il y avait une petite boutique, un petit magasin, de l'autre côté de la rue du terrain de football. Il fallait traverser la rue et les gosses, ils étaient à 3-4, dès qu'ils avaient fini, ils partaient tout de suite chercher des bonbons, de la limonade. Bon, comme il était toujours plus vif que les autres, c'est le cas de dire. Et plus malin. Et plus malin pour arriver le premier. Il est à jour, il a traversé la route et il est arrivé une voiture. Oh là. Et il s'est fait renverser, il est passé au-dessus de la voiture. Mais les autres, ils s'étaient arrêtés sur le bord du trottoir puisqu'ils étaient derrière lui. Mais lui, il a passé au-dessus de la voiture. Et les gosses sont venus me trouver, monsieur Bichon, parce que moi, on m'appelait comme ça. Jean-Pierre, il est tué, Jean-Pierre, il s'est fait écraser, il est tué. Parce qu'il était groggy, quoi. Alors tout de suite, je suis couru et je l'ai tenu dans la rigole, sur le bord du trottoir. Pendant une demi-heure au moins, sur mes genoux, relevé sur mes genoux dans la rigole, en attendant les secours. Et il a eu une chance, pour lui, c'est que la voiture qu'il a renversée, c'était un docteur de Jaumont. Oh là là, quelle chance. Il a eu un peu cette chance-là, quoi. Alors le docteur, tout de suite, il a fait ce qu'il fallait faire, quoi. Il a soigné un petit peu. Et je pensais qu'à une chose déjà, c'était de jouer au football. Donc je faisais tout pour aller à l'entraînement. C'était très compliqué pour moi de partir à l'entraînement parce qu'on habitait très loin à l'époque. Donc j'allais à vélo, je revenais le soir, c'était très tard, ma mère était très inquiète. Mais déjà le football il prenait une part très importante dans ma vie. Quand il était tout petit, donc il jouait dans votre équipe. Oui. Il avait déjà le don du grand buteur. Ah oui, ça, il avait le sens. Il avait déjà le courage. Il avait le sens du but. Hein. Ça, c'est sûr. Il voyait que ça, le but. Hein. D'abord, je ne savais pas ce que c'était le football. J'aimais jouer au football, mais j'ai vraiment compris ce que c'était le football quand j'ai eu 15 ans. Quoi, parce que
Quand on est petit, Ouais, on fait un sport. Et j'en faisais 3 à l'époque. Je faisais du tennis, je faisais du judo, je faisais du football, même de la natation. Et à la fin, il a pu rester avec le football, quoi. Inizia la carriera nella squadra giovanile del paese dal 70 al 78, prima di entrare nel club di Trit-Saint-Léger, paesino a 2 passi dalla grande città, Valenciennes. On l'a bien connu, on a joué ensemble en étant jeune, une paire d'années. Mais ce qui est bien, c'est que Jean-Pierre n'a jamais changé. Parce qu'à chaque coup qu'on le voit à la télé, ça nous rappelle, on revient en arrière, tellement que ce garçon-là est sympathique. Je le considérais comme presque un fils, parce que malgré tout, il était souvent chez nous. Et puis on avait des bons rapports ensemble, ainsi qu'avec son père et son grand-père. Il était l'un des premiers à arriver, mais il était le dernier à repartir. On allait voir Valenciennes ensemble, et tout. Je me souviens un jour à l'entraînement, c'était au moment de Saint-Nicolas, il y avait le gardien du stade qui avait des canards. Et le jour de Saint-Nicolas, c'est casser les œufs sur la tête des copains. Et Jean-Pierre, il allait chercher les œufs pourris. On avait même une équipe féminine. Jean-Pierre, c'était le premier d'aller voir les copines féminines au carreau, sous la douche. Ouais, mais c'était quand Jean-Pierre il était là, qui jouait à Valenciennes. J'allais le voir après l'entraînement. Après l'entraînement, on allait dans le centre-ville. Et Jean-Pierre avait des petits achats à faire. Alors il me disait, bon, j'arrive, mais il laissait la voiture dans le milieu de la route. Alors je disais, bon, si quelqu'un arrive, donc la police, oh, il dit, t'inquiète pas, tu dis que c'est la voiture à Jean-Pierre Papa. Et... Vous prenez le procès? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Non, j'en ai jamais vu. Je ne pense pas. Inizia la carriera nella squadra giovanile del paese dal 70 al 78, prima di entrare nel club di Trit-Saint-Léger, paesino a 2 passi dalla grande città, Valenciennes. È un'escalation la sua, gioca bene, segna tanto. Si sposta poi a Vichy, città della cosmetica mondiale, immersa nelle colline a 2 passi dal massiccio centrale. Il 19 ottobre dell'81 segna il suo primo gol che conta in carriera. È l'inizio di una grande avventura. Il primo importante bivio per Jean-Pierre Papin arriva nel momento di scegliere di spostarsi all'estero, di lasciare la sua amata Francia. All'epoca certo non era molto diffuso l'espatrio calcistico. Lo cerca in quel preciso momento della carriera il Bruges, squadra belga. Pour moi, ce qui était important, c'était sauver le club. Parce que le club m'a vendu, parce que c'était pour eux la certitude d'évoluer encore à ce niveau la saison d'après. Donc le président était venu me voir, il m'a dit si tu pars à Bruges, le club est sauvé. Donc je suis parti à Bruges parce que d'abord je sauvais le club, mais parce que j'en avais envie et puis parce que c'était un club professionnel, c'était à l'étranger. Et pour un joueur français à l'époque, partir à l'étranger, c'était peut-être gage de réussite. Donc je suis parti avec toute l'insouciance qu'on a quand on a 20 ans, c'est-à-dire sans se poser trop de questions, sans même réfléchir si on aurait pu échouer ou pas. Je suis allé e ça a marché. Il livello è ottimo, i gol sono diventati 25, il trofeo conquistato è la Coppa del Belgio. Non male. Diventa popolare, certo, al punto da far venire un dubbio allo staff della nazionale francese. Conviene o no convocarlo per un amichevole premondiale? J'espère, j'espère, très vite même. Un beau jour, j'étais chez lui à Bruges et puis un coup de téléphone. Jean-Pierre décroche, on lui dit je viens chez Monsieur Papin, oui. Ici, c'est Monsieur Henri Michel. Je voudrais vous convoquer pour le match de sélection qui a lieu le 26 février au Parc des Princes. Alors Jean-Pierre, un peu sceptique, il regarde tout le monde. Il dit écoutez, si vous êtes Henri Michel, moi je suis le président de la République. Et il raccroche au nez de Monsieur Henri Michel. Ça retéléphone une seconde fois. Je lui dis Jean-Pierre, mais enfin quand même, fais attention, c'est peut-être vrai. Il me dit non mais écoute, il dit je sais pas encore le couillon qui est en train de me faire une blague.
Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute, je suis monsieur Henri Michel. Il raccroche une seconde fois. Ça ressonne une troisième fois. Il me dit, maman, décroche. Je décroche. Il me fait, monsieur Henri Michel à l'appareil. Je suis la maman de Jean-Pierre. Ben, écoutez, il dit, vous allez peut-être être plus gentil que lui, vous allez m'écouter, parce que c'est pas une blague, je suis bien le sélectionneur de l'équipe de France. Il y a un match de sélection à Paris le 26. Il faudrait que Jean-Pierre se rende à Paris pour les préliminaires, à telle date. Il me dit, j'espère que vous allez lui faire comprendre. Altro che scherzo, signori, dall'altra parte del telefono era proprio il commissario tecnico francese, in carne ed ossa. Ecco, il suo debutto avverrà difatti in un Francia-Irlanda del Nord, Parco dei Principi, Parigi, fine febbraio del 1986. Entra così nel clan Francia e va in Messico a disputare il suo primo mondiale. È quella una grandissima Francia, squadra transalpina dal centrocampo inaffondabile. Platini, Giresse, Tigana, Fernandez, ma c'è anche Papin, poco conosciuto, ma dal gol facile. J'aurais pu finir meilleur buteur le premier match contre le Canada où j'ai 5 occasions immanquables et je les ai manquées. Et j'ai quand même mis le but vainqueur, mais bon, quand on en a manqué 5, ça met un coup moral. Finito il mondiale per JPP ci dovrebbe essere il Monaco per via di un pre-contratto firmato poco prima della partenza per il Messico. In quel momento però entra in scena Bernard Tapie, neopresidente dell'Olympique di Marsiglia. En fait, ça a été très vite parce que j'avais presque signé à Monaco et il m'a appelé dans son bureau à Paris, j'étais encore à Bruges. Et il ne m'a même pas demandé si je voulais venir, il m'a dit tu gagnes combien à Monaco? J'ai dit voilà, je gagne tant, il m'a dit je t'offre le double. J'ai signé. C'est un peu ça Tapie. J'ai signé. Uomo carismatico, il neopresidente è entrato in società 4 mesi prima, capace di acquistare un ottimo collaboratore, un grande esperto di calcio francese come Michel Hidalgo. Tapie offre per Papin il doppio del Monaco, vuole chiudere l'affare il più in fretta possibile e lo acquisterà definitivamente. Gérer surtout le rapport avec le président, c'est le seul problème en fait. En fait, c'est vraiment le seul problème. J'en ai parlé beaucoup avec votre ancien coéquipier de Marseille. C'était vraiment un personnage difficile à comprendre, à suivre. Non, pas difficile. Il est comme tous les présidents, il voulait gagner. Et pour lui, gagner, et très rapidement en plus. Il voulait gagner très vite, très vite. Je pense qu'il est arrivé dans le football, il ne comprenait pas grand-chose au football. Et le problème, c'est qu'il s'est mis à aimer le football, à être passionné de football. Et il a appris très vite, mais il a appris à une vitesse que personne ne peut imaginer. Vous l'avez gâté, hein, quand même. C'est vrai qu'on l'a gâté, c'est vrai qu'il nous a gâtés aussi, il a gâté les supporters parce qu'il a toujours amené à l'équipe des joueurs qui étaient pratiquement impossibles à faire venir. Il les a fait venir, Marseille a vraiment éclaté. On a découvert une grande ville, un grand club, une grande équipe. Et puis d'un coup c'est tombé parce qu'il y a plein de problèmes à côté, c'est dommage. L'acte de la naissance de la fameuse papinade. Je ne sais pas s'il y a un but particulier de ce moment-là, on a connu la papinade. En général. Je crois que le premier c'est contre. Le Racing de Paris. Il n'y en a pas tellement. Je crois que c'est contre le Racing de Paris. Ce moment-là, donc c'était un moment historique pour le football français, je pense. Je ne sais pas si c'était un moment historique, simplement pour moi ça a été un moment particulier, puisque bon, donner son nom à un geste technique, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Donc pourquoi ce jour-là, pourquoi cette reprise de volée Peut-être parce que je la tentais souvent, que je la réussissais souvent, donc ça lui est venu comme ça et c'est resté. C'est beau probablement, c'est ça la beauté du football, la simplicité, l'être vraiment tranquille mentalement. C'est ça un peu ça la traduction de la papinade, non? Ouais, c'est un peu tout ça. Un peu de folie aussi. Un peu de folie, un peu de spectacle. Et quand on sait comment les gens qui sont dans les tribunes, ils aiment voir des buts spectaculaires.
L'Eratapì non si ferma assolutamente, è una corazzata questa squadra, perché corazzata lo era il presidente ultramiliardario, capace sempre di trasmettere la voglia, la grinta in tutto l'ambiente. Poi primavera del 92, l'OM vince il 4º scudetto consecutivo e GPP per la 5ª volta consecutiva vince la classifica marcatori del campionato. È un fenomeno, inutile sottolinearlo, è il re incontrastato della città, più famoso del sindaco e più sognato del mare. Scatta poi un qualcosa nella testa del campione, il desiderio di confrontarsi con altri palcoscenici. C'è il Milan di Berlusconi, niente male che lo cerca, e lui, davanti al suo popolo, nell'ultima partita con i colori dell'OM allo stadio Velodrome, microfono in mano come il sottoscritto adesso, racconta e spiega del suo trasferimento in Italia. Il y a tout le stade qui a applaudi et beaucoup ont pleuré et bon, ça reste un souvenir que bon, on peut pas décrire quoi. La voix tremblait un peu avec le micro ouais. en main. Ouais, la voix tremblait. Lentini, Rijkaard, Van Basten, Evani, Papin. Ouais. In panchina, Fabio Capello. Quelle équipe, monsieur Papin? Et encore, c'est pas la meilleure qu'on puisse trouver encore, à Milan. Il manque beaucoup. Il y avait Savicevic, il y avait Baresi n'était pas là. Baresi, c'était vraiment, c'était le commencement du championnat. Ouais. C'était le commencement du championnat et puis c'était un rêve. Quoi. Il y avait encore Gullit, je pense, non? Il y avait Ruud aussi. Ouais. Il y avait Ruud. Quelle équipe, mon Dieu. C'était la plus belle équipe du monde. Mon Dieu, quelle équipe. C'était la plus belle équipe du monde. D'ailleurs, cette équipe, elle est restée invaincue presque 2 ans. Absolument. J'ai eu la chance de faire partie de cette équipe et c'est un club mythique. Sono esattamente 2 anni trascorsi al Milan. Gol d'autore naturalmente, poi qualcosa si rompe, qualcosa non va. Arriva la proposta milionaria del Bayern di Monaco. Beh, la scelta di lasciare la Lombardia per la Baviera non lo soddisferà mai del tutto. Et en laissant le Milan AC, il y a eu une petite larme en laissant ce grand championnat du monde. J'aurais jamais dû partir. Comment ça Beaucoup de regrets. Papin est parti. Papin est parti parce que Papin il voulait jouer. Et voilà, Papin il voulait jouer et en Italie en fait il faut comprendre que c'est 25 joueurs qui sont dans une équipe, c'est pas un joueur qui doit jouer. Vous êtes un numéro un peu, non? Oui, non mais on est un numéro, mais je pense que si on veut garder une longue carrière, ça fait partie du jeu. Et il faut juste l'accepter. Disons que le Bayern, je suis tombé dans une période où c'était très difficile. Il y avait 2 joueurs qui étaient des grands noms dans le football allemand, mais qui se haïssaient. C'était Matthaus et Klinsmann. Et quand on est dans l'équipe où il y a les 2 qui jouent, ça devient pratiquement impossible de faire quelque chose. En plus, c'était par presse interposée, c'était difficile à vivre dans le vestiaire. En plus, je me suis blessé gravement au genou. Et moi qui n'avais jamais été blessé, j'ai été opéré 5 fois dans la même année. Je suis resté 12 mois sur le carreau. Et quand j'ai pu revenir, j'ai voulu partir parce que je ne me sentais pas. Retourner en France. Ouais, j'ai voulu partir et je suis retourné à Bordeaux. Aber gesagt, sie nicht spielen für die italienischen Meisters. Strauss ist 2 Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strauss? Letzte Jahre Meister geworden mit Amann, Nerlinger. Diese Spieler waren Spieler. War Meister geworden. Vous avez eu la chance de connaître M. Trapattoni qui parle allemand. Pour nous, en Italie, c'est vraiment une chose exceptionnelle. Ah non, mais il était exceptionnel. Les efforts qu'il a fait pour apprendre l'allemand, ça a été quelque chose que personne ne croyait possible. Et moi, je l'ai vu parler allemand, travailler l'allemand, aller à ses cours. Et je trouvais ça fabuleux qu'à l'âge où il avait, on ait encore cette envie d'apprendre autre chose. Alors qu'on connaissait pratiquement tout ce qui peut se faire de plus beau au monde. Il a appris l'allemand juste pour cette équipe. Moi, je trouve ça fabuleux. Ouais. Fabuleux. Respect, grand respect. Grand staccanoviste. Grand monsieur, c'est un grand monsieur. Un des plus grands que j'ai connu.
Beh, massimo rispetto per Herr Trapattoni, e come, ma il tempo è tiranno, signore, gli anni passano, il fisico inizia a scricchiolare, torna in Francia, Papin, nel Bordeaux, poi squadre inferiori negli anni successivi. C'è, pensate, addirittura una parentesi tra i dilettanti di un'isoletta dell'Oceano Indiano. Mamma mia, beh, si gioca, lo capiamo bene adesso, per divertimento, non più per alzare una coppa o vincere un campionato. Spunta poi, purtroppo, è giusto ammetterlo, un serio problema familiare. L'association de cœur, pour moi, elle est facile parce que j'ai le problème à la maison tous les jours. J'ai une petite fille qui a des lésions cérébrales et qui sera certainement jamais comme les autres. Et un jour, j'ai dû simplement, l'association est née comme ça, c'est que j'ai dû simplement justifier d'un voyage aux États-Unis que j'avais fait quand j'étais au Bayern. Et les journalistes allemands avaient écrit n'importe quoi, que j'allais partir aux États-Unis pour faire opérer ma fille du cerveau. Enfin bref, c'était un truc de malade. Et j'ai juste justifié à la télévision que je partais juste pour apprendre une méthode. Et quand je suis rentré d'Allemagne, j'ai reçu un sac de courrier comme ça, grand comme ça, avec 2-3 000 lettres de gens qui avaient le même problème que moi et qui ne savaient pas faire quoi que ce soit pour s'en sortir. Et j'ai créé l'association juste pour leur expliquer ce qui se passait et comment faire pour avoir cette méthode. Et puis depuis, c'est resté et chaque année, je m'investis à 300% pour essayer de faire avancer cette association. La petite Émilie aujourd'hui, c'est une grande fille maintenant, une grande jeune fille. Et c'est vrai qu'on lui a changé sa vie, on lui a changé son monde. En même temps, on a changé notre vie aussi parce que s'occuper d'une enfant qui a beaucoup de problèmes comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais je pense que ça nous a construit notre famille, ça nous a aidé à avoir des liens très forts avec chacun de nos enfants, avec notre petite fille malade et avec beaucoup de gens qui ont le même problème. Et je crois que quelque part, on a gagné beaucoup de choses. Alors c'est vrai que on aimerait bien que ça aille plus vite, que la maladie elle guérisse à 100%. Maintenant, on sait qu'à moins qu'on découvre demain quelque chose d'exceptionnel, ce ne sera jamais comme ça. Nel tempo libero, tra una cura alla piccola e povera Émilie e qualche passeggiata, Papin prende il patentino da allenatore, è anche giusto, inizia così la seconda vita. Squadre piccole, ma anche meno piccole. Merci Jean-Pierre. Merci à vous, merci beaucoup. Encore. On sait bien que vous connaissez encore très bien l'italien. Vous parlez toujours en italien, comment ça se fait? Sì, posso parlare italiano tranquillamente. Potevamo anche fare questa intervista in italiano.